Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Libre. À Sofia, le président de la République, Joseph Aoun, a pris une position franche. La justice libanaise et la coopération internationale doivent enfin éclaircir toutes les circonstances de l'explosion du port qui avait ravagé le port de Beyrouth le 4 août 2020. L'explosion du port de Beyrouth, l'une des plus grandes déflagrations non nucléaires de l'histoire, causée par près de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium entreposées sans garantie, a fait plus de 200 morts et détruit une grande partie de la capitale libanaise. La rencontre du président Aoun et de la présidente du Parlement bulgare, Raya Nazarian, a été placée sous le signe de la coopération judiciaire, l'objectif étant de relancer l'enquête sur cette explosion. Le président Aoun a salué la coopération positive des autorités bulgares en ce dossier, le tribunal de Sofia ayant reporté l'audience d'extradition de Igor Greshushkin, propriétaire présumé du navire Rossus qui avait livré le nitrate. Il a rappelé que la justice libanaise souhaite interroger Greshushkin dans l'espoir de clarifier les circonstances du chargement, les raisons de la présence du navire dans le port et les responsabilités dans cette tragédie qui a bouleversé le Liban. La présidente du Parlement bulgare a annoncé que les autorités judiciaires libanaises pourront participer virtuellement à l'enquête en cours en Bulgarie afin d'obtenir toutes les informations nécessaires pour faire éclater la vérité. Elle a assuré que toutes les demandes de la justice libanaise seront satisfaites dans ce dossier. De Sofia, Joseph Aoun repart avec un engagement bulgare clair, coopérer jusqu'à la manifestation complète de la vérité. Mais à Beyrouth, 5 ans après le drame, la patience des familles des victimes s'amenuise et beaucoup s'attendent encore à ce que les promesses diplomatiques se traduisent enfin par des actes de justice. À l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, l'Observatoire de la fonction publique et de la bonne gouvernance a organisé en partenariat avec l'UNICEF et la société Socially Responsible Management une conférence nationale intitulée « L'évaluation pour la réforme » organisée à l'occasion des 10 ans de l'Observatoire. Cette conférence présente les résultats d'un projet tripartite entre l'Observatoire de la fonction publique, l'UNICEF et la société SRM qui a abouti à la réalisation d'une cartographie nationale du système d'évaluation au Liban. Première du genre, cette démarche vise à mieux comprendre les pratiques existantes, à identifier les défis du secteur public et à proposer des outils concrets pour améliorer la performance de l'administration. L'enjeu est d'instaurer un cadre national d'évaluation capable de produire des données fiables, d'appuyer la décision publique et de garantir la transparence dans l'utilisation des ressources. L'évaluation n'est pas un acte technique, c'est un acte citoyen, un engagement éthique, un miroir de la conscience et un instrument de réforme. C'est avec ces mots que le professeur Salim Dakash, recteur de l'USJ, a entamé la conférence. Il appelle à en faire une culture du service public fondée sur la connaissance, la jeunesse et l'intégrité. Les discussions ont mis en évidence la nécessité d'intégrer l'évaluation à toutes les étapes du cycle de gestion publique, de la conception des politiques jusqu'à leur mise en œuvre et leur suivi. Le professeur Pascal Monin, directeur de l'Observatoire, a souligné le rôle moteur de son institution dans la construction d'un système national d'évaluation. Nous passons aujourd'hui de la discussion à l'acte, de la réflexion à la mobilisation nationale, confie-t-il. De son côté, le représentant de l'UNICEF au Liban, Marc-Luigi Corsi, a rappelé que le renforcement des capacités nationales d'évaluation est une priorité des Nations Unies. Il s'agit d'encourager les décisions fondées sur des preuves, de rationaliser la dépense publique et de consolider la confiance entre les citoyens et leurs institutions. L'évaluation devient ainsi un levier essentiel de transparence, d'efficacité et de responsabilité dans la gestion publique. En réunissant autour d'une même table décideurs, chercheurs et acteurs du développement, cette conférence a ouvert la voie à un véritable dialogue national sur la réforme de l'État, une étape importante vers une administration plus moderne, plus responsable et au service de tous. Un tournant diplomatique majeur à Washington. La Syrie rejoint officiellement la coalition internationale anti-djihadiste menée par les États-Unis. C'est le résultat d'une visite historique du président syrien Ahmed Sharaa à la Maison-Blanche, une première pour un dirigeant syrien.
Un rapprochement inattendu entre Damas et Washington, alors que la Syrie sort tout juste de plus de 13 ans de guerre et tente de se réinsérer sur la scène internationale. C'est une image que personne n'aurait imaginée il y a encore un an. Ahmed al-Shara, l'ancien chef du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump. Un symbole fort, mais aussi un virage diplomatique spectaculaire. Au terme de cette rencontre tenue à huis clos, Washington a confirmé l'entrée de la Syrie dans la coalition internationale anti-djihadiste dirigée par les États-Unis. Le pays devient ainsi le 90e membre de cette alliance créée pour combattre le groupe État islamique. Cette visite, la première d'un chef d'État syrien à la Maison-Blanche depuis l'indépendance du pays, a aussi permis de relancer les relations diplomatiques. Le département d'État américain a annoncé la réouverture de l'ambassade syrienne à Washington et la suspension pour 6 mois des sanctions prévues par la loi César, adoptée en 2019 contre le régime Assad. Pour Donald Trump, cette rencontre marque une nouvelle étape dans sa stratégie moyen-orientale. Il a clairement affirmé en parlant d'Al-Shara « Il a un passé brutal, mais sans passé brutal, vous n'avez aucune chance. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour que la Syrie réussisse. » Selon des sources diplomatiques, les États-Unis prévoient d'établir une base militaire près de Damas, destinée à coordonner l'aide humanitaire et à surveiller les évolutions entre la Syrie et Israël. Désormais blanchi des listes noires du FBI et des sanctions de l'ONU, Ahmed al-Shara poursuit son pari, transformer son pays hier isolé en un partenaire stratégique au cœur du Moyen-Orient. Une alliance jugée très importante par Donald Trump pour la stabilité régionale, mais pour beaucoup d'observateurs, ce rapprochement soulève une question: jusqu'où l'Occident est-il prêt à aller pour faire de l'ancien ennemi syrien un allié dans la lutte antiterroriste? En Irak, les électeurs se rendent aux urnes pour élire un nouveau parlement, le 6e depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Un scrutin crucial marqué par la domination des partis chiites, la division du camp sunnite et une scène kurde en quête d'équilibre politique. Mais la participation reste faible dans un pays miné par la défiance, la corruption et les crises économiques répétées. Un scrutin surveillé de près par Téhéran et Washington. À Bagdad, à Bassoura ou à Mossoul, les affiches électorales ont envahi les rues. Plus de 21 millions d'Irakiens sont appelés à voter pour désigner 329 députés. Mais l'enthousiasme populaire est en berne. Après 20 ans de vie démocratique post-Saddam, la confiance dans les urnes s'est érodée. Lors du dernier scrutin en 2021, la participation n'avait pas dépassé les 41%. Et cette année, le taux est encore plus faible, malgré les appels des autorités religieuses et civiles. Les grands partis chiites au pouvoir depuis 2003 restent les mieux organisés et les plus influents. Le Premier ministre sortant, Mohammed Shia al-Soudani, espère un second mandat avec sa coalition pour la reconstruction et le développement face à Nour el-Maliki, ancien chef du gouvernement et figure historique du courant pro-iranien. Les autres grandes factions chiites, le mouvement Badr de Had el-Amiri, sans décompte de Qais el-Khazali, ou encore Houkouk, proche du groupe Kataib Hezbollah, complète un paysage dominé par les formations alignées sur Téhéran. Côté sunnite, le camp est divisé. Le mouvement Taqaddoum de l'ancien président du Parlement, Mohamed al-Halboussi, est donné favori, mais face à cette coalition, Al-Siyada de Khamis al-Khanjar, sanctionné par Washington, et à la liste Hazm menée par Muntaha al-Samarra'i. Au Kurdistan, la rivalité historique entre le Parti démocratique du Kurdistan, le PDK, et l'Union patriotique du Kurdistan, l'UPK, domine toujours, même si le mouvement Nouvelle Génération tente de s'imposer comme une alternative d'opposition. Des alliances chiites aux fractures sunnites et kurdes, ce scrutin illustre une fois de plus les lignes de fractures communautaires qui traversent l'Irak. Mais au-delà des coalitions, la véritable question reste la même. Les urnes suffiront-elles à redonner confiance à un peuple lassé des promesses non tenues? Plus encore, les élections législatives en Irak dépassent largement la seule politique nationale. Elles s'inscrivent dans une lutte d'influence régionale où l'Iran et les États-Unis continuent de se disputer le contrôle du pays 20 ans après l'invasion américaine de 2003.
Et au Tchad, à la frontière soudanaise, les premiers rescapés du siège d'El Fasher arrivent épuisés après des jours de marche dans le désert. Leurs récits sont terrifiants. Massacres d'hôpitaux, bombardements aveugles, cavales dans les rues et tranchées, plein de corps. Ces réfugiés fuient la reprise d'El Fasher par les forces de soutien rapide, les paramilitaires engagés depuis plus d'un an dans une guerre sans merci contre l'armée soudanaise. 11 jours de marche et l'enfer derrière eux. Sous une tente du camp de Tiné, à l'est du Tchad, Moudir Abdelrahman, 16 ans, raconte sa fuite d'El Fasher au Darfour. J'étais à l'hôpital avec mon père blessé. Les FSR ont réuni les infirmières dans une pièce. On a entendu des tirs, le sang coulait sous la porte. Son père, soldat dans l'armée régulière, est mort sur la route. Comme lui, des milliers d'habitants ont fui la capitale du Darfour Nord, prise fin octobre par les paramilitaires après 18 mois de siège. Les survivants décrivent des scènes d'horreur, des rues jonchées de corps, des bombardements incessants et des fossés remplis de cadavres. Hamid Soulaïman se souvient, chaque fois que je montais prendre l'air, je voyais de nouveaux morts. Dans la tranchée autour de la ville, les corps s'entassaient jusqu'à la moitié du fossé. Pour rejoindre le Tchad, certains ont payé jusqu'à 1 000 € à des checkpoints contrôlés par les FSR. Les réfugiés évoquent des violences, des viols et des insultes racistes visant les populations noires du Darfour. Dans le camp de Tiné, les humanitaires parlent d'un afflux continu. Le HCR s'attend à accueillir jusqu'à 90 000 nouveaux réfugiés dans les 3 prochains mois. Amani Rahmani de Médecins sans frontières affirme « Nous relocalisons déjà certaines familles pour désengorger le camp et nous préparons nos équipes à une arrivée massive. » Selon l'ONU, la guerre entre l'armée soudanaise et les FSR a déjà fait des dizaines de milliers de morts et déplacé près de 12 millions de personnes. Une catastrophe humanitaire qui s'étend désormais jusqu'aux portes du Tchad, transformée malgré lui en terre d'exil. À Belém, au cœur de l'Amazonie brésilienne, la COP30 s'ouvre sur une proposition audacieuse, taxer les voyages en première classe et les jets privés pour financer la lutte contre le réchauffement climatique. Portée par une coalition de pays incluant la France, l'Espagne et le Kenya, cette initiative vise à faire payer les plus gros pollueurs. Un passager en jet privé émet 14 fois plus de CO2 qu'une classe économique. Et les vols de luxe représentent une infime partie des trajets, mais près de 50% des émissions du secteur, selon Transport et Environnement. D'où l'idée d'une taxation ciblée, déjà testée aux Maldives, où les recettes servent à financer des projets climatiques. Mais les compagnies aériennes s'inquiètent. Cette taxe sera-t-elle réellement surmontée par les riches voyageurs ou répercutée sur l'ensemble des billets ? Pendant ce temps, sur le terrain, des projets de compensation carbone, comme en Tanzanie, soutenus par Volkswagen, suscitent la colère des communautés locales, accusant les grandes entreprises de colonialisme vert. Dans les négociations, la France et l'Espagne défendent une taxation progressive, tandis que les États-Unis et la Chine freinent. Malgré les résistances, la France adopte finalement une version allégée, 500 € par vol en jet privé et 200 € pour un billet de première classe. Un petit pas vers la justice climatique ou un simple symbole? À la COP30, le débat sur la taxe du luxe aérien a mis en lumière les inégalités flagrantes face à la crise climatique. La COP30 se veut celle de la justice climatique. Un nouveau fonds promet de payer pour préserver les forêts. Mais en Tanzanie comme au Brésil, certains dénoncent un colonialisme vert qui menace les peuples autochtones au nom du climat. Namniak, mère Maasai, marche sur la terre craquelée de son village. Une entreprise liée à Volkswagen lui propose de réduire le pâturage pour stocker du carbone, en échange de compensations financières. Mais pour elle, comme pour beaucoup de Maasai, ce projet de crédit carbone ressemble moins à une dissolution climatique qu'à un nouveau moyen de leur enlever leurs terres. À 8000 km de là, la COP30 s'ouvre sur la création d'un fonds pour les forêts tropicales. Objectif : rémunérer les pays qui réduisent la déforestation grâce à des satellites et des paiements indexés sur les résultats. 10 milliards de dollars sont visés pour protéger 50 millions d'hectares d'ici 2030, avec 30% des fonds destinés aux peuples autochtones. Mais sur le terrain, la déforestation continue.
En Amazonie, les communautés comme celle de Maria dos Santos voient leurs forêts brûler pour le soja et les mines d'or. L'argent des fonds internationaux, lui, tarde à arriver. Les négociations à la COP30 s'enlisent. Les pays donateurs veulent des contrôles stricts. Les bénéficiaires réclament plus d'autonomie. Pendant ce temps, les entreprises multiplient les projets de compensation carbone, souvent critiqués pour leur manque de transparence et leur effet sur les populations locales. Sous un baobab, Namniak regarde les enfants jouer. À Belém, les dirigeants se félicitent de promesses de milliards, mais sur le terrain, la bataille pour les forêts ne fait que commencer. La question demeure. Ces fonds sauvent-ils vraiment la planète ou simplement les consciences? Et enfin, entre montagnes verdoyantes et plages de sable blanc, le Sri Lanka est en première ligne face au changement climatique. L'île aux paysages de rêve attire les voyageurs du monde entier et ses plages dorées, ses plantations de thé et ses temples bouddhistes en font une perle de l'océan Indien. Entre nature préservée, spiritualité et hospitalité, légendaire, immersion dans une île qui retrouve le goût de la vie. Un reportage de Mike Jambous au cœur d'un pays où le tourisme rime désormais avec conscience et respect de l'environnement. À peine sorti de l'aéroport international de Colombo, le Sri Lanka nous accueille dans une chaleur tropicale, enveloppante et douce. Le sourire des habitants, la végétation luxuriante, les palmiers qui bordent les routes, tout semble annoncer un voyage plein d'humanité et de couleurs. La nature ici n'est pas un décor, elle fait partie du quotidien. L'air est dense, parfumé de terre humide et de fleurs tropicales. Notre premier arrêt est un véritable festival de saveurs. Sur le bord de la route, partout, des marchands vendent des papayes gorgées de soleil, des mangues juteuses et des noix de coco fraîchement ouvertes. Sous un soleil éclatant, les couleurs et les arômes explosent. Chaque fruit raconte une histoire, celle d'un pays généreux et authentique. Goûter ces produits, c'est déjà entrer dès le premier jour dans l'âme du Sri Lanka. Quelques heures plus tard, à l'hôtel, nous regardons un ancien train traditionnel qui longe l'océan Indien. On nous renseigne qu'à chaque arrêt, des vendeurs montent à bord proposant du thé, des fruits ou simplement un sourire. Ce train, symbole du Sri Lanka, relie bien plus que des villes, il relie les gens. Toujours à Colombo, la visite se poursuit à l'Independence Square. Sous les palmiers, un temple hindou embaume l'air d'encens et de prière. Les fidèles déposent des fleurs dans un silence empreint de respect et de ferveur. Et juste à côté, l'Independence Memorial Hall, érigé par le gouvernement de Ceylan pour commémorer l'indépendance du pays en 1948 et qui symbolise la fierté nationale et la liberté retrouvée. Entre spiritualité et sérénité, le Sri Lanka nous rappelle combien la paix intérieure peut être un voyage en soi. Mais le voyage ne fait que commencer. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.